9h30 à Kigali et à Paris. L'actualité africaine, Édouard Dupenoat, bonjour. Bonjour à tous. La flamme du souvenir ravivée par le président Kagame et le début des commémorations. Les 30 ans du génocide des Tutsis sont à la une de cette édition africaine. Notre correspondante nous raconte ce premier dimanche. On remonte aussi un fil un peu complexe, celui des déclarations attendues, mais finalement pas prononcées par le président Emmanuel Macron. Cette volonté que la France n'a pas eu d'arrêter le génocide, phrase qui ne figure finalement pas dans son message vidéo. Bamako plombé par des chaleurs qui arrivent bientôt pour la saison et les infrastructures électriques qui ne suivent pas à cause des délestages. Les personnels des hôpitaux et des chambres mortuaires disent leur inquiétude. Inquiétude également chez les commerçants de rue à Abidjan. Ils n'ont plus le droit de vendre leurs produits sur les grandes artères. La capitale économique ivoirienne dit vouloir lutter contre le désordre urbain. Mélopée à Praia également à la fin du journal. Le Creole Jazz Festival est terminé. Apothéose hier soir lorsqu'un groupe éphémère a uni sur scène des rythmes cubains et capverdiens. 100 jours pour marquer le souvenir de 800 000 morts au moins. Le Rwanda entre dans près de 3 mois de commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis. C'est en allumant la flamme du souvenir au mémorial de Gisozi que le président Kagame a inauguré ces commémorations. L'occasion aussi pour lui dans son discours de rappeler que ce génocide a été rendu possible parce que la communauté internationale, dit-il, avait abandonné le Rwanda. Lucie Mouillot est notre correspondante. Pour le président Paul Kagame, le Rwanda a suivi un voyage long et difficile avec des leçons apprises gravées dans le sang, rappelant l'abandon à leur sort des victimes du génocide contre les Tutsis. C'est la communauté internationale qui nous a tous trahis. Que ce soit par mépris ou par lâcheté. Un abandon souligné par les dignitaires invités à s'exprimer. Personne, pas même l'Union africaine, ne saurait se disculper de son inaction, a affirmé le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. 30 ans, un anniversaire pour réfléchir sur le chemin parcouru, selon Julienne Ouachou, participante à la cérémonie. On se souvient de nos proches, nos parents qui ont été tués, les Rwandais, les Tutsis, mais aussi ces 30 ans de tragédie où on a pu revivre en tant que pays, en tant que famille, mais en tant qu'individu. Une date symbolique pour un pays qui va de l'avant, souligne le président d'Ibuka, Philibert Gakwenzire, sans oublier l'importance de la mémoire des événements passés. Lucie Mouillot, Kigali, RFI. De nombreux dirigeants étrangers avaient fait le déplacement à Kigali. La France était représentée notamment par son chef de la diplomatie. La présidence française avait diffusé à la presse jeudi dernier les grandes lignes du message vidéo que le président Macron dévoilerait hier. Une phrase avait suscité l'approbation des associations de rescapés. Je cite, « La France et ses alliés africains et occidentaux auraient pu arrêter le génocide, mais elle n'en a pas eu la volonté ». Une phrase qui ne figure donc pas dans la vidéo proprement dite. Et Pauline Azidi remonte les chevaux. Jeudi dernier, l'Élysée donne en avant-première les grandes lignes du discours à venir du président Macron. Selon sa communication, le chef de l'État rappellera que la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés, n'en a pas eu la volonté. Une déclaration inédite considérée comme un pas supplémentaire dans la reconnaissance de la responsabilité française, et les médias s'en font rapidement l'écho. Ce qui fait réagir l'Élysée, qui commence alors à évoquer une surinterprétation de ses propos qui ne sont effectivement pas repris par le chef de l'État dans la vidéo diffusée hier. Emmanuel Macron y déclare avoir tout dit lors de son discours à Kigali en 2021, quand il avait reconnu les responsabilités de la France dans l'abandon de centaines de milliers de victimes. Erreur de communication ou rétropédalage du côté de l'Élysée. En tous les cas, hier matin, on expliquait qu'il n'y avait jamais eu de changement par rapport à ce discours. C'est peut-être une erreur de notre part dans le choix des mots, mais l'intention, insiste notre source, était bien de parler de l'abandon des victimes. Et puis ce soir, enfin, à propos de ces commémorations, vous retrouvez le grand reportage réalisé par notre correspondante Lucie Mouillot et notre envoyé spécial Amélie Tullet, diffusion à 19h40 en temps universel. Les chaleurs plombantes et inhabituelles qui écrasent une partie du Mali font ressentir déjà des conséquences sur la santé publique. À Bamako, le CHU Gabriel Touré explique par exemple avoir reçu 102 personnes déjà décédées à leur arrivée dans ses locaux, rien qu'entre les 1er et 4 avril.
sachant que pour tout le mois d'avril 2023, il y en avait eu 130. La chaleur s'ajoute aux délestages électriques qui se sont considérablement intensifiés ces derniers mois. Et pour des structures comme des hôpitaux ou encore des morgues, c'est une catastrophe. Ladji Dibatere est le propriétaire d'une pompe funèbre dans la capitale. Ce qu'on a pu observer, c'est l'augmentation des décès et donc du coup les morgues sont beaucoup plus remplies en fait. Malheureusement avec les coupures d'électricité ça n'aide pas vraiment. Il y a des grands groupes électrogènes qui sont souvent en panne, donc ça nous arrive parfois de faire le tour de plusieurs morgues et de ne pas pouvoir mettre nos défunts dans les morgues et donc de conserver directement nos défunts à la maison et de faire l'inhumation dès le lendemain matin à partir de 8h du matin. J'ai l'impression que les gens ne se sont pas rendus compte de l'importance d'avoir une morgue qui soit digne pour qu'on puisse conserver nos défunts et qu'on puisse les respecter, puissent reposer en paix avec dignité. Je suis en train de voir en fait avec des hôpitaux si on pouvait pas se rencontrer pour voir comment on pourrait, je sais pas, peut-être financer une morgue nous-mêmes et essayer de s'en occuper en fait à nos frais et trouver un terrain d'entente parce que il y a carrément des hôpitaux dans lesquels quand je rentre, je suis obligé d'avoir les deux mains sur le nez. On peut pas laisser les défunts comme ça pourrir entre guillemets. Ladji Dibatere, propos recueillis par Kaoru Magassa. Un très lourd bilan humain au Mozambique après le naufrage d'un bateau. Au moins 96 personnes sont mortes hier. Leur embarcation était surchargée, inadaptée au transport de passagers. Elle a chaviré au large de la province de Nampula alors que les passagers voulaient rejoindre l'île de Mozambique à quelques kilomètres des côtes. Le district d'Abidjan prend ou reprend des mesures sévères au nom de la lutte contre le désordre urbain. Le commerce ambulant est désormais interdit sur les grandes artères. La mendicité est prohibée également. Quant aux charrettes à bras, elles ne sont plus les bienvenues. Officiellement, il s'agit d'assainir le cadre de vie des populations ou encore d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Sauf que pour les premiers et premières concernés, la mesure a bien du mal à passer. Reportage Marine Janin. C'est pas par plaisir qu'on vient risquer nos vies ici. On vient faire ça pour pouvoir avoir de quoi manger. Les automobilistes ont pris l'habitude de voir ces silhouettes slalomer entre les voitures et venir toquer aux fenêtres pour demander de l'argent. La mendicité était déjà interdite depuis 2013, mais une tolérance s'était installée dans les faits. Le district autonome d'Abidjan a décidé d'y mettre fin et ces derniers jours, les contrôles policiers se sont intensifiés. Aïcha Mandi, avec ses 4 enfants, devant la mosquée d'Agir à Cocody. On est devant la mosquée aussi, on vient nous chasser pour dire de ne pas s'asseoir, mais on ne sait pas ce qui se passe au juste. On dit le gouvernement dit qu'il ne faut plus, on va venir s'asseoir devant la mosquée. Donc quand ils viennent au coup, on va se cacher, quand ils s'en vont, on vient s'asseoir. Les commerçants ambulants aussi sont concernés. Un petit groupe s'est réuni à un carrefour, ils présentent la marchandise étalée à leurs pieds. C'est l'eau, moi il va. Moi il va sous ton. Moi je vends l'eau. Moi, je vends chips. La Benjamine du groupe se dit découragée. Non seulement les descentes de police sont devenues plus nombreuses, raconte-t-elle, mais les sanctions se sont alourdies. En ce moment, c'est plus grave. Parce qu'avant, là, quand on te prend, là, c'était bagages qu'on prend. Mais maintenant, on te prend toi-même pour partir avec. On va avec toi-même à la police. Ils ont pris ma tante. Elle a pleuré, elle a demandé pardon jusqu'à ils n'ont pas laissé. Ils sont partis avec elle quand même. La part de l'économie informelle en Côte d'Ivoire représente 51% du PIB et plus de 80% des activités économiques. Marine Janin, Abidjan, RFI. Opération explication de texte aujourd'hui et jusqu'à mercredi pour des délégations de parlementaires togolais. Ils vont écumer le territoire national pour rencontrer des élus locaux et plusieurs organisations de jeunes ou encore de femmes, comme un service après-vente de la nouvelle constitution que le président Gnassingbé a demandé à l'Assemblée d'examiner une seconde fois, sachant que plusieurs partis d'opposition continuent d'exprimer leur désaccord total avec ce texte et que vous parlez de cette vive controverse dans une heure pour le débat d'appel sur l'actualité. C'est devenu un lieu commun de dire de l'or que c'est une valeur refuge, mais jamais ce pensif n'a été aussi vrai. On se penche maintenant sur les cours du métal jaune. Une once d'or peut valoir $2400 ce matin. C'est un record et ce sont des prix qui ont augmenté de 15% rien que depuis le mois de janvier. Charlotte Conseil, les raisons sont nombreuses à cette flambée. Pour des monnaies en chute libre, inflation, régime de sanctions, dans ce contexte, l'or rassure et se présente comme une alternative, surtout dans les pays producteurs. C'est d'ailleurs pour cela que la Banque centrale du Zimbabwe a lancé vendredi une nouvelle monnaie adossée à l'or. En 2022, le pays avait déjà décidé d'émettre des pièces d'or pour tenter de contrer l'inflation. Le Burkina Faso, touché lui par les sanctions, cherche de nouvelles opportunités. Les autorités de transition regardent notamment vers
celles qu'offrent leurs réserves d'or. Elles ont décidé fin février de suspendre l'exportation de l'or artisanal, objectif visé par Ouagadougou, assainir et réorganiser le secteur pour améliorer les recettes de l'État. L'année dernière, déjà, une réquisition de 200 tonnes d'or avait été réalisée pour, je cite, nécessité publique. Ces 5 dernières années, les réserves d'or des banques centrales africaines ont augmenté de 14% environ. En tête, l'Algérie avec plus de 173 tonnes, suivi par l'Égypte et l'Afrique du Sud. Des stocks d'or qui assurent également à ces États des réserves de change pour le commerce extérieur. Charlotte Cosset, il y avait enfin des airs cubains de l'autre côté de l'Atlantique. Praia invitait La Havane en clôture de son Creole Jazz Festival. C'est une tradition. La dernière scène, le dernier soir, c'est un groupe éphémère monté pour l'occasion qui offre ses interprétations. Et en l'occurrence hier, c'était le Crio Latino, où quand la Saudade retrouve un souffle de joie et qu'elle embarque les influences mandingues de la Guinée-Bissau, Guillaume Thibault encore enroué. Jorge Reyes, mythique bassiste de Cuba, et Hernani Almeida, guitariste pépite du Cap-Vert, ont imaginé ensemble ce projet avec l'ambition de faire découvrir l'immense patrimoine musical de l'archipel, Sauce Cuba. C'est comme si ils sont mes cousins. La musique cubaine elle est très heureuse. Et notre musique, c'est plus mélancolique. Et c'est incroyable la connexion. Crio Latino, c'est donc une volonté de jouer différents styles, notamment la morna, avec dans ce groupe d'exception Totinho, saxophoniste de Césaria Evora, et Calé Angel, dernier pianiste de la diva, pour un moment de grâce absolue. Après la Saudade, la nostalgie, place à la fête avec un style populaire qui reprend directement les rythmes mandingues de Guinée-Bissau. Machringa, c'est la tradition très forte du Mindelo, Mandingues, carnaval. Donc c'est la fête. Ce concert unique de Crio Latino a aussi été l'occasion de découvrir les nouvelles grandes voix du Cap-Vert, Zubi Killa Spencer et Fabio Ramos, qui ont ambiancé cette magique soirée. Guillaume Thibault, Praia, RFI. Et c'était le journal d'Édouard Dupénoat. Merci à vous. Au programme, avant le prochain journal, le retour au pays des réfugiés centrafricains partis en 2013 pour échapper aux violences. Rolf Steph de Mialeux les a rencontrés. Premier volet d'une série de reportages ce matin. Afrique Économie sera à Brazzaville, où les investissements chinois contribuent à bâtir les infrastructures du pays, mais aussi à alourdir la dette. Et puis, nouvel album de Gossip après 12 ans d'absence. Le groupe et sa voix légendaire, Bette Ditto, reviennent. Ce sera le choix musical de José Marinho. Et puis à la une du journal de 10h, les négociations au Caire pour tenter de faire taire les armes à Gaza. Israël sous pression américaine, le Hamas sous pression de ses bailleurs de fonds du Qatar se retrouvent pour discuter alors que la guerre est entrée hier dans son 7e mois et qu'Israël a annoncé un redéploiement de ses troupes dans le sud, retrait de Khan Younes et préparation toujours d'une opération militaire sur la ville de Rafah. Avant tout cela, c'est le journal des sports. Bonjour Thomas Saint-Léger. Bonjour Nathalie. Du football, d'abord, ça s'est fini tard hier soir, mais ça y est, on connaît tous les qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Logique respectée comme souvent à ce stade de la compétition, en plus des gagnants de Dreams, tombeur du stade malien. 3 anciens vainqueurs seront de la partie. Le Zamalek du Caire, vainqueur du derby égyptien face à Futur FC. Berkane du Maroc qui a écarté Abou Salim, club de Libye. 3-2, but libérateur du Burkinabé Issou Foudayo à la 115e minute du temps additionnel. Et puis le tenant du titre, l'USM Alger, a effacé sa défaite 1-0 de l'aller face à Rivers United du Nigeria. Rivers renversé 2-0 à Alger, doublé du Malien Abdoulaye Kanou. Ça nous donne pour ces demi-finales les affiches suivantes: USMA Berkane, Zamalek Dreams, 21 et 28 avril prochain sur votre agenda. Au Cameroun, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, devrait annoncer demain son choix pour le poste de sélectionneur des Lions Indomptables, poste que le ministère des Sports a déjà pourvu. Le Belge Marc Brice, nommé la semaine dernière, est arrivé à Yaoundé comme si de rien n'était. Arrivé cette nuit, l'homme au milieu de ce bras de fer, Marc Brice, cueilli à sa descente de l'avion par Joël Wadem, qui lui a demandé ses premières impressions et puis surtout son avis sur cette drôle de situation.
très content avec la manière qu'ils ont fait leur sélection. C'était très professionnel. Je suis curieux, je voudrais commencer. On est prêt pour mettre des choses en place et on verra. Voilà, on verra, difficile de dire autre chose. Marc Brice doit se mettre au travail aujourd'hui, mais son poste sera forcément un petit peu en sursis tant que personne n'aura sifflé la fin des hostilités au sommet du football camerounais. Thomas, un avant-goût des Jeux Olympiques au Congo. À 3 mois et demi du grand rendez-vous sportif de l'année à Paris, des Olympiades ont été organisées ce week-end à Brazzaville. Par l'association France Volontaire, avec pour objectif d'initier les jeunes Congolais, de leur faire découvrir plusieurs disciplines olympiques et pourquoi pas de susciter des vocations. Reportage de Fabien Etienne. C'est avec ce haka à la congolaise que ces Olympiades ont commencé. Plus d'un millier de jeunes Congolais dont l'âge varie entre 3 et 15 ans, entourés d'instructeurs, étaient présents dans un complexe sportif dans la banlieue sud de Brazzaville. Tristan Thomas est un membre du comité d'organisation de ces Olympiades. L'idée, c'est de faire connaître les Olympiques, permettre à des jeunes de découvrir des sports pas forcément très connus et de célébrer les valeurs olympiques. 5 disciplines étaient à l'honneur: le basketball, le tennis de table, le taekwondo, mais aussi le tir à l'arc. Amici Jean, lui, 13 ans, a aimé jouer à l'archer pour la première fois. Là, j'apprécie vraiment la souplesse, l'élégance, tranquillité, juste avoir de la technique et de la discipline. Floris Olivier Bazebizonza est l'entraîneur national de taekwondo. Il a mis à profit ces Olympiades pour détecter quelques pépites. Ces jeunes-là, c'est eux qui vont participer peut-être pour les prochaines Olympiades. On va essayer un peu de regarder ce qu'ils ont dans le sang. Chacun des jeunes a fait montre d'une détermination pendant ces Olympiades qui ont duré 2 jours. Fabien Etienne, Brazzaville, RFI. Et les Jeux Olympiques de Paris, coup d'envoi, on le rappelle, le 26 juillet prochain. On va retourner dans un instant à Brazzaville, ce sera pour Afrique Économie. Merci Thomas de Saint-Léger. RFI Matin, reportage en Centrafrique. Les populations qui avaient fui l'ouest et le nord-ouest du pays au plus fort de la crise rentrent progressivement. On rappelle qu'entre 2013 et 2017, ce sont plus de 600 000 Centrafricains qui avaient été contraints de quitter leur ville, leur village pour se mettre à l'abri des violences. Toute cette semaine, on revient sur leur histoire dans RFI Matin, leurs craintes, leurs espoirs. Premier volet ce matin, le souvenir du départ. Il est indélébile, même chez ceux qui sont déjà rentrés. Reportage Rolf Steph de Miel. Alors qu'il menace de pleuvoir cet après-midi, Amania écrase des feuilles de manioc dans un pilon. Tout en préparant le repas du soir, bébé attaché au dos, elle se souvient de cette année 2015 où elle a fui la ville de Baoro pour le Cameroun. Notre village a été attaqué aux environs de 4 heures du matin. Des hommes armés ont brûlé des maisons, tué le bétail et plusieurs habitants. J'ai juste eu le temps de prendre mon fils et de fuir. Dans la brousse, nous mangions des tubercules, des feuilles et des racines. J'ai parcouru 1000 km avant d'arriver au Cameroun. Dans ce quartier destiné aux réfugiés revenus chez eux, chacun essaie de reconstruire sa vie en oubliant les traumatismes du passé. À perte de vue, on voit une succession de cases en bâche et en bambou. Appuyée sur 2 béquilles, Soraya se lève en titubant pour nous accueillir dans le salon de sa maison en argile. Âgée d'une 40aine d'années, elle a été touchée par plusieurs projectiles de grenade dans sa concession en 2014. Son corps est couvert de petites blessures cicatrisées. Mon mari a été touché au ventre. Il est mort en chemin et nous l'avons enterré au pied d'un arbre, dans la brousse. On ne pourra jamais retrouver sa tombe. Mes 3 fils m'ont transporté à tour de rôle jusqu'au Cameroun. C'est ça l'enfer. Pendant que Soraya s'exprime, Alima, sa voisine, manifeste le désir de parler. Elle fait allonger son garçon de 9 ans sur une nappe et raconte. En fuyant cette guerre, j'ai vu une femme qui a enterré son bébé mort de faim au pied d'un palmier. Quelques heures après son passage, des bêtes sauvages ont dévoré le corps. Nous avons beaucoup souffert, mais maintenant, il est temps de reconstruire notre pays. Entre 2013 et 2017, pendant la crise, plusieurs milliers de Centrafricains ont trouvé la mort. Aujourd'hui, tout est à refaire selon Olivier Fafa, représentant du HCR. Nous sommes en train de nous focaliser sur 300 000 personnes. Nous avons planifié les faire rentrer au pays sur 5 ans. Et ce retour, pour qu'il soit durable, nous avons prévu un certain nombre d'activités de réintégration. Construire plus de salles de classe, les abris, et puis aussi augmenter la capacité d'accueil des centres de santé existants,
les systèmes d'eau, les forages, et puis aussi essayer de voir comment est-ce que nous pouvons donner vie à ces retournés à travers la création d'emplois. Entre 2017 et 2024, plus de 36 000 réfugiés ont déjà été rapatriés sur la base du volontariat. Refester Tomialeux de côté de Baoro, RFI. À Baoro, Bangui, comme à Brazzaville, il est bientôt 8h50. Et Afrique Économie est au Congo, Brazza, où 2024 marque le 60e anniversaire de la coopération avec la Chine. De plus en plus d'infrastructures du pays sont construites par les partenaires chinois. Et cela contribue aussi à alourdir la dette du pays. Ces dernières années, cette coopération s'est diversifiée. Elle touche désormais le secteur du pétrole. À Brazzaville, Loïcia Martial. Sur un site très excentré de la route qui relie Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, et l'enclave angolaise du Cabinda, des experts chinois exploitent depuis quelques années un important champ pétrolier onshore nommé Bangakayo. Leur travail est apprécié par Bruno Jean-Richard Itoa, ministre congolais des hydrocarbures. Bangakayo a des réserves très importantes. La Chine, à travers Wingwa, fait de l'excellent travail. Donc on est très heureux de voir cette société travailler à la fois sur le pétrole liquide et hydrocarbures gazeux avec des résultats qui sont palpables tous les jours. La coopération avec la Chine est à la fois bénéfique et gagnante pour le Congo-Brazzaville, selon Didier Sylvestre Mavunzela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Si je prends le cas de la route qui relie Pointe-Noire à Brazza, cette route a permis au Congo de jouer son rôle de pays de transit. Et puis, la Chine a été aussi très active au niveau de construction des barrages et de transport de l'énergie. Un point de vue partagé par Alphonse Ndongo, analyste économique. Aujourd'hui, l'essentiel des infrastructures au Congo-Brazzaville, c'est l'œuvre de Beijing, qu'il s'agisse des routes, qu'il s'agisse des infrastructures sportives, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, des bâtiments administratifs. Mais cette coopération a un prix. En 2021, Brazzaville avait dû demander une restructuration de sa dette à Pékin afin de pouvoir reprendre les discussions bloquées avec le FMI. Une dette qui avait déjà été revue en 2019. Alphonse Ndongo concède le poids de la Chine dans la dette extérieure du Congo. C'est possible qu'il y ait de ce côté-là une espèce d'alourdissement au niveau de la dette, puisque le Congo, on le sait, dans le poids de la dette, la Chine représente le plus grand stock. En 2022, le Congo devait officiellement à la Chine et à ses entreprises un peu plus de 1500 milliards de francs CFA, ce qui représentait près de 40% de la dette extérieure du pays. Loïcia Martial, Brazzaville. RFI. Afrique Économie que vous retrouvez à tout instant évidemment sur RFI.fr. Il est 9h52. RFI Matin se referme comme chaque jour en musique. C'est le choix musical du jour. Il aura fallu attendre 12 ans, c'est long, oui, mais aujourd'hui les fans se réjouissent, tout comme vous, José Marigno, bonjour. Bonjour à tous. On se réjouit tous ensemble du retour de Gossip, 6e album des Américains Real Power. Ça vous dit quelque chose, Beth Ditto? Absolument, c'est la voix de Gossip. Exactement, celle qui réactive le célèbre groupe disco trash du sud des États-Unis. En 25 ans, la chanteuse explosive s'est imposée en icône inédite dans l'histoire du pop rock. Rappelez-vous, Nathalie, tout a démarré avec ça.
Et oui, tout a démarré avec ce titre, Heavy Cross en 2009, tube planétaire colossal. José, il a médiatisé le groupe à l'échelle mondiale alors que c'était pas gagné d'avance. Alors, retour au fin fond de l'Arkansas. Beth Ditto y est née en 81 et grandit dans un milieu rural assez strict, régi par le Saint-Esprit qui la force à chanter à l'église. Et rapidement, l'américaine n'a qu'une obsession, c'est tirer de ce microcosme fermé, loin de sa famille, où elle a été victime d'abus sexuels. Direction Washington, fief des Riot Girls, mouvement punk et féministe qui l'aide à se retrouver en lui disant ceci. Ouvrons les guillemets, n'écoute pas ceux qui te disent que tu ne peux pas faire ce que tu veux, fais-le, on les emmerde. C'est dit. Alors en 1999, Beth Ditto renaît en féministe et crée donc Gossip. Avec son trio, l'artiste chante l'amour entre femmes et le droit à la différence. Elle est lesbienne et obèse et fière de l'être. Elle défile pour le styliste Jean-Paul Gaultier et fait la couverture des grands magazines de mode. Et Gossip continue à défendre l'ouverture, la tolérance avec ce nouvel album, José, produit par Rick Rubin. Exactement, qui est également le producteur des Beastie Boys et des Red Hot Chili Peppers. De cette collaboration naissent 11 titres portés par ces vocalises soul qui dynamitent l'Amérique réactionnaire. Voilà, Real Power, ce morceau, comme tout le disque d'ailleurs, José, sonne comme un cri de ralliement. Oui, il réclame le pouvoir qui est dû aux femmes. Parole de Nathalie Amar, je ne me trompe pas. Absolument. Alors, toujours déterminée à lutter contre les préjugés, Beth Ditto renoue avec la rage et l'énergie folle de ses débuts avec le bien nommé Crazy Again. Voilà, 43 ans, Beth Ditto incarne évidemment avec Gossip le triomphe de l'indépendance au moment où une certaine Amérique régresse. Real Power, nouvel album de Gossip qui se produira, on peut le signaler déjà, en août prochain près de Paris, à Rock en Seine. En attendant, José, on écoute un dernier titre de cet album, Act of God. Tell me something, baby. Is this what you wanted? Is this what you came for? You had in mind? Is this what you dreamed of when you thought you found love? I'll never understand why. Tell me something, baby. Is this what you wanted? Is this what you came for? You had in mind? Is this what you dreamed of when you thought you found love? I'll never understand why. Understand why. Et c'est avec Gossip que se referme RFI Matin avec aujourd'hui à la réalisation Arthur Geoffroy. Merci à lui. Merci à vous de votre fidélité, évidemment. Vous ne changez rien, vous restez avec nous après le journal. Appel sur l'actualité. Bonjour Fran Gomez. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Et un débat sur le Togo où l'opposition appelle à la mobilisation. Oui, 3 jours de manifestation pour dénoncer le report des élections législatives et la nouvelle constitution. En tout cas, dès aujourd'hui, les députés de la majorité vont sillonner le pays pour informer justement les populations sur la révision constitutionnelle. Alors que vous inspire ce bras de fer opposition-pouvoir? Appelez-nous, RFI vous donne la parole. 33 9 693 693 70. Nathalie Amar, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous, à demain. Et à demain évidemment dans la matinale de RFI. Reste avec nous dans 1 minute 30, le journal.
Priorité santé. Pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde, vous informer sur vos droits, vous éclairer sur la prévention, les traitements et les moyens d'y accéder, Priorité Santé vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Pour participer, contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr. Priorité santé avec Seno Assurance. Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Du 13 au 20 avril, le Massa, marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, se tient dans la capitale ivoirienne sur le thème jeunesse, innovation et entrepreneuriat. Au programme, spectacle, village d'innovation, colloque international, street art avec des artistes et des intervenants des 5 continents. Le Massa, du 13 au 20 avril à Abidjan. Plus d'informations sur le site fr.massa.ci en partenariat avec RFI. Tout à l'heure sur RFI, faut vous dire des nouvelles avec Jean-François Cadet. Métal, Diabolus in Musica, saturation, sons abrasifs, voix d'outre-tombe, iconographie provocante à la Philharmonie de Paris où le métal et le hard rock s'exposent au musée. Une contre-culture dont les racines s'implantent depuis 50 ans dans le rock, la littérature, le cinéma populaire, ça va faire du bruit. Vous m'en direz des nouvelles? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU. RFI.